Le monde du contenu et de la pub, c'est un monde de prototypes. C'est-à-dire qu'on a en permanence, au niveau intellectuel, on est en permanence avec un problème qu'on n'a jamais rencontré, dans un contexte qu'on n'a jamais rencontré, et on est obligé d'essayer de trouver une solution qui va être faisable dans des contraintes de temps, de budget et mesurable. C'est en permanence un exercice de prototypage, c'est absolument fascinant. Salut, je m'appelle Martin Lefarian, j'ai fait l'essai il y a un bon moment et aujourd'hui je suis le fondateur et le CEO de House of Greenland, qui est une boîte de pub et un studio de production de séries et documentaires à Londres. Je suis arrivé à Nuit sur Titre après une carrière en histoire. En fait, j'ai fait licence maîtrise à Nancy, ensuite j'ai fait DEA, j'ai commencé à partir en recherche à la Sorbonne, et au milieu de tout ça, je me suis rendu compte que faire des recherches sur l'histoire contemporaine, c'est super, mais participer plutôt que de raconter, c'était pas plus mal. Et du coup, c'est ce qui a fait que je suis allé vers les sacs. J'ai fait comédien avec pas mal d'amis sur titre. On a d'ailleurs monté, on a participé à monter la troupe d'impro de l'ESSEC. On a ensuite monté une troupe d'impro à Paris qui continue aujourd'hui, qui s'appelle les E, spéciale dédicace. Voilà. Quand j'étais à l'ESSEC, j'ai fait la chaire entrepreneuriat social, qui est une des meilleures chaires que j'ai vues dans l'école. J'ai d'ailleurs financé mes études via l'apprentissage, par un apprentissage de la chaire, à la Caisse des dépôts et consignations, autour des associations de prêt d'honneur qui font en fait du prêt à taux zéro aux créateurs d'entreprises et de l'accompagnement de ces créateurs d'entreprises pour éviter que ces entreprises se cassent la gueule, parce que pour la société, avoir une entreprise qui fonctionne, c'est toujours mieux que de payer quelqu'un au chômage pendant 5 ans. C'est un peu réducteur comme narratif, mais c'était ça l'insight de départ. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, et cet engagement social me tient toujours à cœur dans la boîte dans laquelle on est aujourd'hui. Alors je pense que la chaire entrepreneuriat social m'a aidé. Après, c'était une fibre que j'avais déjà avant. Je pense que un des éléments qui m'a le plus aidé là-dedans, c'est le fait d'assumer que la considération long terme, l'humain, et prendre des décisions parce que c'est des décisions justes, pas forcément parce qu'elles vont être rentables sur le temps à l'instant T. Et le fait de se rendre compte que les entreprises qui se comportent comme ça sont en fait les entreprises les plus durables sur le long terme, fait que quelque chose qu'on aurait voulu faire de toute façon, mais en se sentant un peu ah ouais mais peut-être que, bah non, en fait c'est complètement justifiable et on va l'assumer. À la fin de mon alternance, et de manière complètement inattendue, j'ai un ami qui était parti travailler chez Google Dublin, qui est venu me chercher et qui m'a dit que potentiellement ça pourrait me plaire d'aller interviewer là-bas, d'aller travailler là-bas. J'ai pris l'avion pour la première fois le jour où je suis allé passer mon entretien de recrutement là-bas, et au final, je ne sais pas comment, mais ils ont décidé de me prendre. Ça m'a amené à une carrière chez Google où j'étais en charge de brand search, maps et reputation marketing pour Google au UK, qui était le deuxième marché de la boîte à l'époque. Et au bout de plusieurs années de ça, j'ai fini par décider de ressauter le pas et de remonter une boîte pour résoudre les problèmes que j'avais en tant que marketeur avec les agences avec lesquelles je travaillais. C'est très ambitieux, mais c'est surtout qu'en fait, dans la chaîne de valeur du marketing, les métiers qui m'intéressaient étaient plus côté agence que côté marketing, et du coup, ça avait du sens de sauter. En fait, c'est au moment où j'ai essayé de passer en marketing parce que ça me plaisait de plus en plus, et que j'y arrivais pas, que j'ai décidé de partir de Google pour monter quelque chose. Au final, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un départ sans en être un, et que le job de marketing que je voulais faire a fini par se débloquer à Londres. La boîte qu'on voulait monter dépendait d'un changement de législation qui n'a pas eu lieu dans les temps, et au final, ça a été mieux pour tout le monde que je débarque à Londres en 2010 pour bosser en tant que Français dans l'équipe UK du marketing de chez Google. House of Greenland, au départ, c'est venu de la réalisation que sur beaucoup des campagnes sur lesquelles je travaillais,
il y avait une complexité du monde des agences qui y répondait, qui n'était pas forcément liée à la complexité de l'équipe qui répondait à la tâche, mais plus au niveau de l'équipe avec laquelle on était censé travailler. Et au final, on finissait assez souvent à travailler en petits groupes sur des choses très très grosses. Des pubs télé qui vont être localisées dans plusieurs pays, des choses comme ça. Et en fait, je me suis dit que si on arrivait à garder des structures d'agence relativement petites, mais une densité de talent suffisamment importante, il y avait certainement moyen de faire quelque chose d'un peu plus intégré et d'un peu plus confortable pour tout le monde. Ça, c'est l'ambition long terme. La seconde ambition long terme étant de se dire qu'il y a moyen de fabriquer, avec les niveaux de production, de storytelling, de création qu'il y a dans les agences, il y a aussi moyen de fabriquer des contenus ciné, télé et web qui soient différents de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc l'idée, c'était vraiment de monter une boîte hybride et de recruter des gens que ces deux aspects intéressaient. 6 ans plus tard, on est toujours là. On a notre premier long métrage qui sort l'an prochain. On a notre première campagne télé US qui sort d'ici 3-4 semaines. On travaille sur des choses sur lesquelles on ne pensait pas être légitime il y a 2 ans, mais qui vont toucher à de l'organisationnel, de la stratégie. Le tout en étant une équipe extrêmement compacte, mais avec un niveau de talent qui est chouette. Donc, pour moi, si le but était de faire un boulot qui me correspond plus, avec une structure d'entreprise qui soit suffisamment compacte pour que ça reste un style de vie qui m'aille. L'ambition n'est pas de passer à 200 personnes, l'ambition est vraiment de rester petit à moyen, de potentiellement fermer la porte à 60 employés et d'être suffisamment dense en termes de talent pour être capable de livrer des choses à gros impact sans avoir à courir après le revenu en permanence. C'est en train de marcher. La boîte est clairement pas là pour maximiser l'économique à l'instant T. Elle est là pour qu'elle soit encore là dans 10 ans et qu'elle soit encore enjoyable dans 10 ans. Et c'est là aussi qu'avoir été un client a un peu changé la donne. C'est-à-dire que j'ai bossé avec certaines des agences les plus excitantes du monde à l'époque où je travaillais avec elles en tant que client. Et ensuite, on les voit grossir et on les voit changer, on voit la culture changer. Et ces agences devenir extrêmement performantes au niveau financier, continuer à sortir des campagnes qui sont absolument géniales, mais on sent l'ambiance changer et j'ai pas envie de travailler dans une agence qui est à ce stade de sa vie, donc autant pas le faire. On recrute des personnalités et des potentiels plus que de recruter des capacités d'exécuter un job en particulier. Et ça va jusqu'au point où on va être capable, même si on a un job qui est dans le rouge, même si ça va pas, de dire non tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Parce qu'à chaque fois qu'on a recruté avec le flingue sur la tempe, à chaque fois on l'a regretté. Ça veut aussi dire qu'on est complètement capable de permettre aux gens d'avoir plusieurs vies ou plusieurs carrières. On a un planning director qui s'est formé au fur et à mesure à la réalisation de films, qui a maintenant sorti des choses assez grosses. On a plusieurs personnes qui sont à cheval sur 2 jobs. Et ça veut aussi dire qu'on est plutôt ouvert, voire même on a tendance à favoriser la formation en interne. On a une stagiaire qui a fini directrice de prod. On a 2 stagiaires qui sont aujourd'hui des senior creatives. Il y en a un qui est en train de passer associate creative director. Et on se rend compte que la manière dont on travaille, qui est un peu inspirée de la tech, qui est un peu flat, qui est un peu différente de celle du monde de la com, c'est parfois presque plus facile pour nous de prendre des gens et de les former que de récupérer des gens de l'extérieur et d'avoir à s'adapter les uns aux autres. Ma politique vis-à-vis de mon calendrier, c'est s'il y a un trou dans mon calendrier, vous pouvez le prendre. Si vous avez besoin de moi, vous le prenez, et en revanche, je ne vais pas forcément vous courir après. Donc du coup, je vais avoir un mix de travail sur la boîte elle-même, management, finance, embauche, etc. De travail sur des projets en particulier, et notamment à des points un peu critiques de la vie du projet, soit stratégie, soit budget, soit livraison, et être sûr qu'on est au niveau.
Et la troisième partie, ça va être du développement. Et c'est à la fois new business et développement de nos offres et de nos projets. Le monde du contenu et de la pub, c'est un monde de prototypes. C'est-à-dire qu'on a en permanence, au niveau intellectuel, on est en permanence avec un problème qu'on n'a jamais rencontré, dans un contexte qu'on n'a jamais rencontré, et on est obligé d'essayer de trouver une solution qui va être faisable dans des contraintes de temps, de budget et mesurable. C'est en permanence un exercice de prototypage, c'est absolument fascinant. Deuxième point, les gens qui choisissent cette carrière-là sont en général des gens que ça passionne, ou des gens qui tombent dedans parce qu'ils ont la fibre et qui ne savaient pas qu'ils pouvaient partir dedans. Mais les gens qui bossent en production, les gens qui bossent en pub, les gens qui bossent en marketing, c'est pas un boulot qu'on subit. C'est un boulot qu'on fait parce que ça nous éclate. Et bizarrement, quand on travaille avec des gens qui font quelque chose qui les excite, c'est plus agréable. Et troisièmement, et c'est peut-être complètement personnel, et ça va peut-être avec mon attention limitée, c'est quand même vachement excitant, ça change tous les jours. En bien et en moins bien, c'est un des secteurs les plus sensibles aux variations économiques. On fait partie des secteurs les plus au fait de ce qui se passe dans le monde extérieur, parce que ce qui se passe dans le monde extérieur nous impacte quasiment en premier.